Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Grande Analyse, cette émission de FM Télévision qui est au cœur de l'actualité. À ce jour, nous avons deux sujets ou deux thématiques à développer, mais vous avez constaté que depuis le début de la semaine, nous n'avons pas eu à produire cette émission. C'est parce que nous sommes humains, les corps à ses caprices, on était un peu souffrants, mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous sommes là, donc nous vous présentons nos excuses pour ces 4 ou 5 jours auxquels nous n'avons pas eu à tourner cette émission. Mais cela n'empêche, la chaîne continue à vivre et l'émission continue à vivre. C'est pourquoi nous nous retrouvons autour de cette table pour parler de la République démocratique du Congo. Élection 2023, on continue à en parler, mais plusieurs personnes se posent des questions. Certains parlent d'un probable dialogue. Je lis quelque part, on a écrit élection en route vers une transition de 18 ou 24 mois. Qui a raison? Est-ce la CENI ou ces Congolais qui pensent que c'est vraiment obligatoire que nous ayons une transition ou un dialogue pour que nous puissions avoir des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées? Qui dit mieux? Nous allons en savoir sur ce plateau avec notre invité. Mais en dehors de tout, l'état des droits, on en parle. Aujourd'hui, on appelle la République démocratique du Congo la République d'acquittement. Mais qui sont ces acquittés? Ce ne sont que les proches du président de la République qui sont aux arrêts de foi et acquittés. Et les opposants, selon une certaine opinion, croupissent toujours en prison. Certains même ne sont pas encore fixés de leur forfait. Certains ne savent même pas de quoi ils sont arrêtés. Et toutes ces questions, on en parle aujourd'hui autour de cette émission. Mais avant tout, je m'en veux vous souhaiter bon week-end et je m'en veux souhaiter bon week-end à une personne spéciale. Elle s'appelle Noursia Promax. Pour ses intimes, moi je l'appelle Intera. Bon week-end à toi et merci pour tous tes conseils et merci surtout sur les remarques que tu ne cesses de faire quand tu suis cette émission. Sur ce plateau, j'ai pour vous un habitué de ce plateau, il s'appelle Monsieur Dani Chamala. Il est analyste indépendant. Il devait être face à Maître Éric Bisselo de Consort. Mais dommage qu'il s'est excusé. Il était ici, mais il a connu une urgence, donc il devait nous laisser. Et faute de mieux, nous allons partager ce plateau avec Monsieur Dani Chamala, à qui je m'avais déjà dit bon. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça fait un bon moment qu'on s'est retrouvé sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous sommes là, malgré que la santé est dérangée aussi, comme vous, la fois passée. Et nous sommes là pour aider notre population à comprendre la vie politique de notre nation et comment évolue la situation électorale, et comment évolue le fonctionnement de la justice dans notre pays. Donc, ce sont ces questions-là que nous allons éclairer notre population d'après les sujets que vous avez mis à jour pour que nous puissions en débattre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. C'est vrai, élections, on continue à en parler parce que nous sommes à 4 mois des élections. La CENI s'est dit déterminée de nous donner ces élections libres, crédibles, transparentes. L'opposition pense que la CENI joue au jeu du pouvoir ou la CENI, je dirais, est machinisée par le régime en place et certains pensent déjà qu'il est temps qu'on se mette autour d'une table pour parler de ces élections. Est-ce que c'est une bonne solution, se mettre autour d'une table à l'heure actuelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Je crois que vous êtes parmi les journalistes qui depuis une année, vous ne cessez de dire mots dans vos émissions sur ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo. Parce que c'est une question qui intéresse beaucoup les Congolais et qui intéresse aussi la communauté internationale. Alors, ce que je peux dire en ce moment, c'est que nous devons d'abord comprendre que la République démocratique du Congo est engagée sur un chemin. Le chemin de la démocratie qui, au fait, donne la possibilité aux souverains primaires de s'exprimer au travers les urnes pour désigner leurs dirigeants. Alors, en tant que tel, dans cette même République, il y a les institutions établies, reconnues et par la loi et par la population,
et que chaque institution doit faire son travail. C'est le travail qui est fait aujourd'hui par la CENI, qui est l'unique institution reconnue par la loi pour organiser les élections en République démocratique du Congo. L'opposition, ce sont des regroupements politiques, ce sont des individus qui, eux aussi, concourent à la vie politique d'une nation. Ils font leur travail en tant qu'opposants. La CENI fait son travail en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Le gouvernement fait le sien. Alors, nous sommes en train d'évoluer et d'avancer. Maintenant, la question que nous devons nous poser est celle de savoir, est-ce que la CENI est prête pour organiser les élections? Si la CENI nous répond qu'elle est prête pour organiser les élections, elle appelle ceux qui doivent concourir à ces élections, ceux qui doivent concourir à ces élections, de venir déposer leur candidature et procéder à ce que les échéances soient proclamées à la date précise. L'opposition prend position pour dire que non, voilà, il faut le dialogue, il faut ceci, il faut cela. Je crois qu'à toutes ces questions, le président de la CENI avait déjà répondu une fois. Il avait dit qu'il y a des questions qui relèvent du gouvernement, il y a des questions qui relèvent de l'armée, il y a des questions qui relèvent de la police et des questions qui relèvent de la CENI. Si les questions qui relèvent de la CENI ont déjà trouvé leur réponse, je ne vois pas en quoi la CENI va stopper le processus électoral pour commencer à écouter tout le monde ou à faire quoi que ce soit. Non, la CENI a une mission qui lui est confiée par la loi, c'est d'organiser les élections. Si elle est engagée sur cette voie-là, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de le faire. Si les politiciens trouvent qu'ils doivent dialoguer, cela n'empêche pas à ce que la CENI puisse continuer à faire son travail. Le dialogue entre Congolais et tout ça, ça se passe toujours. Il y a comme j'ai toujours dit, je crois même le sénateur à vie Joseph Kabila avait cette position à l'époque pour dire que ce qu'on est en train de réclamer là, c'est fait déjà, ça s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde est représenté. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile. S'il y a une question qui demande à ce que les Congolais puissent débattre, ils peuvent débattre cette question au niveau de l'Assemblée, trouver des résolutions, et puis avec ces résolutions-là, on peut maintenant voir comment on peut arrêter la CENI, tout comme on peut proposer à la CENI que non, voilà, la représentation de la population a trouvé que non, les élections ne peuvent pas être organisées dans le délai, ou soit ils ont trouvé que vous pouvez aménager ou arranger tel ou tel autre point. En ce moment-là, la CENI peut arrêter. Mais s'il n'y a pas de résolution dans ce sens-là, chacun s'élève dans son coin, il y a ceux qui disent non, les élections doivent avoir lieu. Il y a ceux qui disent non, on doit d'abord dialoguer. Mais jusqu'à là, il n'y a pas une décision par rapport à ça qui peut arrêter la CENI à organiser les élections. Donc, je ne vois pas ce qui peut arrêter la CENI, et surtout que la CENI ne trouve pas un obstacle qui peut lui empêcher d'appeler les électeurs à aller voter leurs dirigeants. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que la CENI, la machine est en marche. Nous sommes déjà à 4 mois des élections. Vous avez évoqué plusieurs contraintes, notamment l'armée, c'est-à-dire la sécurité, la police, c'est-à-dire l'intérieur. Vous avez évoqué le gouvernement, c'est-à-dire les finances. Est-ce que toutes ces 3 choses suivent dans cette organisation des élections? Parce qu'il y a une partie, il y a 2 provinces où jusqu'à ce jour, les Congolais ne sont pas encore enrôlés. Est-ce qu'il faudra-t-il qu'on aille aux élections sans ces Congolais-là? Et s'il faut prendre sur le plan intérieur, nous vivons cette délinquance juvénile de cette jeunesse. Est-ce que vous pensez que ces sites où ces centres où seront érigés les centres pour les élections, ces personnes-là seront sécurisées? Et le plus grand problème, qui est le financement, est-ce qu'à 4 mois des élections, le gouvernement sera à mesure de doter la CENI de ses moyens restants pour que tout se fasse correctement? Monsieur le journaliste, je vais commencer par l'aspect sécuritaire. Oui. À ce qui concerne l'aspect sécuritaire, vous avez parlé de la délinquance juvénile. Oui.
qui s'est observé dans des grands centres de la République démocratique du Congo. Je signale, sans pour autant vous couper la parole, au Congo central, à ce jour, Kouilungongo, la cité de Kouilungongo devient invivable. J'ai des amis qui vivent là-bas, qui m'ont envoyé des vidéos. Ça fait 4 jours des écuries de gangs qui se battent, se réclamant Bakolo Mabele. Mabele, Motoyo Barate Mabele, Baoule Laka, Yabanani. Ils se réclament Bakolo Mabele. C'était juste une parenthèse parce que vous avez évoqué ça aussi. Oui, j'ai dit que je commence par l'aspect sécuritaire pour vous dire que vous vous rappellerez qu'avant l'organisation de Jeux de la francophonie, on nous a semblé dire que non, voilà, la République démocratique du Congo ou la capitale de la République démocratique du Congo était invivable parce qu'il y a de l'insécurité, voilà, il y a ceci, il y a cela. Et je vous avais dit que juste après la francophonie, vous n'entendrez pas parler de toutes ces insécurités-là. Ce sont des choses qui ont l'objectif tout simplement de freiner ou d'empêcher la tenue de jeu de la francophonie. Et je vous dis encore que tout ce que vous entendrez parler de gauche à droite, Kouilungongo, par-ci par-là, Goma, Mbujimai, Kananga, Chikapa, par-ci par-là, ce sont des insécurités créées à dessein, avec comme objectif d'empêcher la tenue des élections. Qui sont là, qui sont derrière. D'empêcher la tenue des élections. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous voyez seulement dans les mêmes centres, là où on a organisé l'enrôlement des électeurs, ce sont les mêmes centres qui seront les bureaux des électeurs. Les électeurs iront dans les mêmes bureaux. C'est-à-dire, au moment où on a enrôlé dans ces centres-là, il y avait toujours cette insécurité-là, mais ça n'a rien empêché à ce qu'on puisse enrôler les électeurs. Donc, la police a fait son travail et la police continue à faire son travail. Même le jour des élections, il y aura toujours la police qui va sécuriser la population. D'ailleurs, quand les gens vont pour s'enrôler, ils prennent beaucoup de temps que le jour où ils iront pour voter. Oui. Vous comprenez un peu? Le vote, c'est en une journée, moins de 5 minutes, quelqu'un entre dans le centre, il vote et puis il sort. Donc ça n'empêchera rien parce que la sécurité dont il est question, ce n'est pas une insécurité où il y a des bandits à main armée qui sont là-bas jour et nuit en train de chercher des gens à tuer. Non, ce sont comme vous avez parlé de la délinquance juvénile, ce sont des jeunes gens drogués de gauche à droite à dessein par des gens qui ne veulent pas que les élections puissent avoir lieu. Et ces gens-là peuvent être maîtrisés par la police. La police est en train de faire son travail. Ce qui peut empêcher la tenue de ces élections-là, c'est seulement quand la CENI dira qu'elle n'est pas en mesure d'organiser. Aussi longtemps que la CENI dit qu'elle est en mesure d'organiser les élections, même la sécurité sera assurée par le ministère de l'Intérieur, qui continue aussi à assurer la population de sa disponibilité de sécuriser les personnes et leurs biens, sécuriser même le processus électoral. Je crois qu'il y a même des éléments qui sont en formation pour ce faire. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas avoir peur que non, voilà, parce qu'il y a de l'insécurité. Et je vous informe aussi, parce que vous avez parlé des zones qui sont occupées et tout ça. Ce n'est pas la première fois que nous organisons les élections dans ce pays avec des zones occupées. Vous vous rappellerez que même les élections de 2018, il y avait des territoires qui étaient occupés. Mais on a organisé les élections. Aujourd'hui, nous avons des candidats nous avons une Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons la présidence de la République, nous avons toutes ces institutions-là. C'est issu de ces élections-là qui ont été organisées en 2018, alors qu'il y avait des territoires occupés. Les solutions pour tout ça seront toujours trouvées. L'essentiel pour nous, c'est d'aller d'abord de l'avant. N'arrêtons pas l'élan que la République démocratique du Congo a pris pour satisfaire aux caprices de certains individus. Nous devons aller. Parce qu'aujourd'hui, si les gens défendent la Constitution, cette Constitution-là fixe le délai pour un mandat du président de la République. Il ne faut pas que le président de la République que nous avons aujourd'hui se retrouve 6 ans déjà au pouvoir, alors que la Constitution parle de 5 ans. Voyez, si vous défendez la Constitution, tenez à ce que la Constitution soit respectée dans toute sa totalité. Il ne faut pas chercher à violer la Constitution au moment où vous trouvez qu'il y a vos intérêts dedans, et quand il n'y a pas vos intérêts, vous parlez maintenant que non, on ne faut pas violer la Constitution. Si vous voulez violer la Constitution, parce que organiser le dialogue pour que ces élections soient reportées, c'est une violation de la Constitution. Parce que la Constitution ne dit pas que quand vous arrivez à l'échéance électorale, vous devez organiser le dialogue pour prolonger. Vous comprenez? Quand on trouve que le processus ne fait pas l'unanimité,
on est en Afrique. Là-bas, palabre, c'est pour arranger nos différends. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre autour d'une table pour essayer de prendre les revendications? Je vais vous dire, messieurs les journalistes, nous sommes ici en République démocratique du Congo, nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde, et suivez partout dans le monde, le processus électoral n'a jamais fait l'unanimité. Je peux citer des grandes nations auprès desquelles nous tirons des exemples. Nous nous référons toujours lorsque nous faisons même nos débats, nous disons non, regardez aux États-Unis, regardez en France, regardez. Vous ne me direz jamais qu'il y a un processus électoral qui a acquis l'unanimité. Aujourd'hui, Donald Trump aux États-Unis était arrêté, incarcéré même. Il a obtenu sa liberté provisoire après avoir payé une caution. Mais quand il est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est un acharnement contre moi parce que je suis un candidat potentiel qui va rivaliser le président en place. Vous comprenez? Il a taxé ça. Il a parlé à haute voix et devant les journalistes. Il dit que ce processus électoral-là n'inspire pas confiance. Vous comprenez? C'est aux États-Unis, mon frère. Donc, en France aussi, tout ça, ça se passe comme ça. Maintenant, dire ici que non, parce que nous sommes en Afrique, nous devons aller l'arbre à parable, ce n'est pas mauvais de discuter, ce n'est pas mauvais de parler. On peut parler, mais seulement sur de grandes questions, nous pouvons avancer, parce que ce sont des questions qui ont déjà trouvé solution. Laquelle des solutions? Le président de la République en exercice n'a droit qu'à 5 ans, une fois renouvelable. Alors, on arrive au bout de 5 ans. Il doit organiser les élections pour que, s'il est candidat à sa propre succession, s'il gagne les élections, il continue son deuxième mandat. S'il perd les élections, il laisse une autre personne pour qu'il puisse continuer. C'est ça le respect d'abord de texte. Parce que nous sommes en République démocratique du Congo, heureusement que vous avez parlé qu'il y aura aussi un sujet où on va faire allusion à l'état des droits. Oui. Nous sommes dans un état des droits, ce sont des textes qui sont au-dessus de tout le monde. Ce sont des textes qui sont au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas une question de... Lorsqu'on parle de l'insécurité et de tout ça, c'est ce qui peut empêcher à ce que les élections puissent se tenir. Non, les élections vont se tenir parce que tous ces candidats qui vont concourir à ces élections se sont déjà préparés en ordre de bataille. Celui qui a trouvé qu'il ne peut pas aller, il n'a qu'à refuser de partir. C'est pas la première fois parce que dans ce pays, nous avons connu des élections de 2006 que l'UDPS n'a pas participé. Le ciel n'est pas tombé sur les têtes des Congolais comme dit le vieux Lambert Mende. Le Congo continue à vivre. Alors, ce n'est pas pour la première fois que non, tout ça. Alors, vous avez parlé encore par rapport... là, je crois que j'ai répondu à la question par rapport à l'insécurité. Oui, maintenant, vous avez parlé du problème de finances. Lorsque la CENI vous dit que je vais organiser les élections dans le délai, les finances, là, on ne donne pas ça à la télé, on ne donne pas ça en public pour dire que voilà, on a donné des finances à la CENI. La CENI, c'est là où elle a toujours trouvé ces financements-là. Et quand elle tient à ce qu'elle va organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire qu'elle est sûre que les finances vont suivre. Et le gouvernement n'a jamais dit que je ne financerai pas le processus électoral. Le gouvernement nous rassure aussi que non, il va financer le processus électoral. Et la CENI aussi a fait foi à toutes les promesses du gouvernement, parce que depuis qu'ils ont commencé à fonctionner, ils n'ont jamais arrêté de fonctionner parce que le gouvernement n'a jamais donné. Le gouvernement va toujours donner le moyen. Même en retard, il y aura toujours des moyens qui permettront à ce que les élections soient organisées dans le délai. Et Kadima rassure, ce qui m'a toujours fait du bien, c'est que Kadima vous dit, quelles que soient les contraintes, il va organiser les élections dans le délai. C'est ça un homme. Voilà la responsabilité d'un homme responsable. Quand il prend une position, il vous dit, quelles que soient les contraintes, c'est-à-dire, même si le moyen attendu ne sont pas arrivés dans le délai, mais lui, il va organiser les élections. Voilà. C'est Kadima qui peut nous dire que non, je n'organiserai pas les élections parce que je n'ai pas de moyens. Mais comme il continue à nous dire qu'il va organiser les élections, appelons tout le monde à se préparer pour les élections, afin d'arrêter un peu tout ce que nous connaissons là, que non, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a tout ça. Donc, Kadima rassure que le gouvernement va faire son travail pour que les élections soient tenues dans le délai. À ce qui concerne l'armée, pour qu'on en finisse, à ce qui concerne l'armée, mon frère, je vous dis que l'armée de la République démocratique du Congo... Aujourd'hui, à Bunagana, c'est les M23 qui font payer
le péage. Ça varie entre 500 et 700 dollars. Je vous dis que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a toujours relevé les défis, quel que soit le niveau de la gravité de la situation. Nous connaissons dans ce pays beaucoup de situations que la République démocratique du Congo s'est toujours relevée. Donc, dire aujourd'hui que Bunagana est occupé, tel territoire, c'est un travail que l'armée est en train de faire. Je vous informe, monsieur le journaliste, ce n'est pas une information que je vous donne, mais vous êtes déjà au courant parce que vous êtes journaliste, que il n'y a pas 10 jours que notre agresseur a tenté de pénétrer la République démocratique du Congo avec son armée. L'armée rwandaise a tenté d'entrer, de pénétrer en République démocratique du Congo. Demandez la suite. C'est notre armée qui s'est opposée à cette infiltration ou à cette agression et le Rwanda a payé le prix pour ça. Notre armée est en train de se moderniser et notre armée est en train de se mettre en place et je vous dis que nous avons une armée que nous devons toujours soutenir à tout moment et encourager à ce que les choses puissent aller de l'avant. Bunagana dont on est en train de parler ici, ça c'est devenu comme un sujet de plus d'une année. On peut à récupérer Bunagana. Non, mon frère, vous savez que le Congo ici, vous savez que le Congo ici était divisé. Le Congo ici était divisé en plusieurs républiquettes. On avait Bemba de son côté, on avait Rouberois, on avait Roger Lumbala, on avait Mbusa Nyamwisi et tout ça. Et le Congo s'est relevé de ces défis-là. C'est relevé. On a trouvé une solution à ce problème. Et le Congo est resté toujours un et indivisible. Aujourd'hui, que Bunagana soit occupé, que tel territoire soit occupé, tel territoire soit occupé, le gouvernement est en train de travailler pour chercher des solutions idoines. Et je vous dis qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Même si aujourd'hui on vous dit que non, à Bunagana, il y a ceci, il y a cela. Non, à Bunagana, bon, pour ceux qui sont déjà arrivés à Bunagana ou pour ceux qui peuvent arriver à Bunagana aujourd'hui, s'ils arrivent à Bunagana, ils ne trouveront pas les M23 comme ils étaient auparavant. Vous comprenez? Même quand on parle, non, voilà, ils sont en train de faire payer des taxes qui varient de 200 ou de 500 à 700 dollars et tout ça. Vous arriverez à Bunagana, vous n'allez pas trouver des M23 comme on est en train de nous faire croire ça ici à Kinshasa. L'armée est en train de faire son travail. Notre armée est en train de faire son travail. Et le Congo sera pacifié. Le Congo sera pacifié. Parce que ce qu'on avait comme problème d'abord, c'était d'identifier d'abord l'ennemi de la République démocratique du Congo. Comme l'ennemi est déjà identifié, le travail est en train d'être fait, je crois que les choses vont aller de l'avant. Je venais de lire aujourd'hui, où j'ai trouvé qu'il y a un haut dignitaire du M23 qui vient de découper les sanctions des États-Unis. Vous comprenez? Un haut dignitaire du M23 qui vient d'être sanctionné par les États-Unis. C'est-à-dire que les lignes bougent déjà. Vous comprenez? C'est ce qui ne se faisait pas. Les lignes sont en train de bouger. La guerre, on ne peut pas la faire seulement avec des armes. On peut faire la guerre avec la diplomatie pacifique, on peut faire la guerre avec le média tel que nous le faisons là, on peut faire la guerre avec plusieurs façons, donc il y a plusieurs façons de faire la guerre. Et la victoire, quand elle ne vient pas automatiquement, la victoire vient petit à petit, et tout ça. Aujourd'hui, le M23 n'a pas la même capacité qu'elle avait auparavant pour pénétrer sur le sol congolais. Nos militaires sont en train de se défendre et notre armée est en train de s'équiper, et d'ici là, je crois que vous allez quand même entendre que non, l'armée de la République démocratique du Congo a fait un bon travail. Et vous avez suivi, je crois, le ministre de la presse et médias, le porte-parole du gouvernement, qui s'était insurgé sur la cabane qui est en train de se préparer une campagne contre la République démocratique du Congo pour dire que non, nous voulons attaquer le Rwanda et tout ça. Non, lorsqu'on constate maintenant notre suprématie sur le plan militaire, au niveau de front, et ce qu'on inflige aux rebelles comme perte, là, on dit que non, nous voulons attaquer le Rwanda. Vous comprenez un peu? Donc, je vous dis que nous devons être calmes et nous devons nous mettre ensemble, tous, comme un seul homme, nous lever, soutenir les institutions que nous avons pour que, au front, nos militaires aussi
puisse faire un bon travail et nous mettre dans la paix, nous laisser notre pays tel qu'il a été toujours dans ses frontières. Je vous ai suivi minutieusement, M. Dani Chamala, donc ça prouve à suffisance que sur le plan sécuritaire, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Espérons que jusqu'à ce que nous puissions atteindre décembre 2023, les choses iront bien. Mais il y a une autre question qui pousse le Congolais à se demander, est-ce que la CENI sera à mesure ou à même d'organiser des élections? C'est le problème de timing des calendriers. À chaque fois qu'il y a un truc qui s'est fait, nous allons de prorogation en prorogation. Il a prorogé pour des semaines le dépôt des candidatures, le traitement et des candidatures pour les députés provinciaux. À ce jour, on proroge pour 5 jours les dépôts de candidatures des députés provinciaux et les députés, plutôt les conseillers communaux. Toutes ces prorogations-là, est-ce que ça ne va pas jouer sur le calendrier de la CENI? Parce que ce qui était prévu d'être fait aujourd'hui, du fait que les bureaux de traitement des candidatures ne sont pas encore fermés, donc à ce jour, ce qui devait être fait aujourd'hui sera peut-être fait lundi ou mardi. Et ce retard-là ne va pas influer sur le calendrier. Oui, en fait, sur le plan technique, je ne suis pas membre de la CENI pour donner beaucoup plus de détails sur ce qui s'est fait au niveau technique. Mais ce que je peux dire par rapport à cette question-là, c'est que les prorogations là, telles que vous le voyez, en train d'être accordées par la CENI, ça, dans leur calendrier, ça a été prévu ainsi. Parce que vous savez que vous pouvez dire à quelqu'un, vous avez vu avec notre émission ici qui devrait commencer à 12h. Devrait commencer à 12h, mais nous avons commencé avec un léger retard du fait que en venant en cours de route, il y a eu des embouteillages et tout ça, mais ça n'a pas empêché à ce que l'émission puisse avoir lieu. C'est-à-dire que nous tenons notre émission, quand bien même avec un retard. Bon, ce que je peux dire par rapport à la CENI, c'est que le fait de proroger le dépôt de candidature et autres n'empêche pas au bureau de commencer le traitement des dossiers déjà déposés. C'est-à-dire qu'au moment, aussitôt que les dossiers sont déposés, lorsqu'on arrive à la date limite qui a été fixée pour que les candidatures soient déposées, le travail de traitement commence déjà. Ceux qui viennent déposer dans les 5 jours de prorogation, ils viennent déposer pendant que le travail est déjà commencé. C'est-à-dire que ils sont en train de travailler dans le sens qu'à cette date-là de décembre qui nous donne les élections telles que cela a été promis. Donc, et vous savez aussi, là, ce que je trouve un peu important et nécessaire, ou important et puis satisfaisant dans l'organisation des élections avec le président de la CENI actuelle, c'est qu'il va organiser toutes les élections. Ce qui ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo. Il va organiser toutes les élections, c'est-à-dire en commençant par le présidentiel jusqu'au niveau des conseillers communaux. Donc c'est pour la première fois que cela puisse se faire dans ce pays. C'est pour la première fois. Donc nous devons faire confiance à ce travail qui est en train d'être fait. Moi je fais confiance. Moi je tiens à ce que ces élections puissent avoir lieu. Et je souhaite à ce que ces élections soient faites comme le président de la CENI est en train de nous promettre. Parce qu'il faut quand même faire confiance aussi aux Congolais, qui peuvent aussi bien faire les choses. Il ne faut pas croire seulement que non, c'est lui qui peut mieux faire, il doit venir de l'extérieur et tout ça, comme nous sommes en train de voir nos politiciens aller pleurnicher dans des capitales du monde pour dire que non, venez empêcher les élections, faites ceci, faites cela. Les élections qu'on doit empêcher, ce sont les élections des Congolais qui cherchent à choisir leurs propres dirigeants. Vous voulez que des gens de l'extérieur puissent empêcher ces élections. Mais si on empêche les élections, quel est votre objectif dans tout ça? Vous comprenez un peu? Mon frère, les élections doivent se tenir. Le fait qu'on a prorogé des dates, on a fait ceci, ça n'empêchera pas à ce qu'au mois de décembre, que les élections puissent avoir lieu. Les élections auront bel et bien lieu. Si il pouvait y avoir prorogation de dates par rapport à l'organisation des élections, Kadima allait déjà solliciter ça depuis très longtemps. Mais il tient à ce que cela puisse avoir lieu. Vous faites foi à M. Denis Kadima dans ce qu'il est en train de dire. Mais une dernière question sur les élections avant que nous puissions passer sur l'état de droit. Le CAFCO, le cadre de concertation des femmes congolaises, a manifesté son ras-le-bol.
Je voulais un représentant d'un parti politique soit ici, mais dommage qu'il n'est pas là. Mais nous analysons avec vous. Le CAFCO se plaint de la petite représentativité de femmes en termes de candidature. Alors ma question est la suivante. Est-ce la femme congolaise elle-même, celle qui fait la politique, évidemment, n'a pas encore pris conscience de cette vie politique qu'elle mène, ou elles sont marginalisées dans le parti politique au détriment des hommes? Monsieur le journaliste, sur cette question, laissez-moi d'abord aller remercier le président de la République du fait de son courage de décréter la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui a permis à ce que des millions d'enfants, de jeunes garçons et de jeunes filles puissent se retrouver à l'école pour être instruits. Parce que vous verrez dans nos partis politiques, là, tels que les gens les créent là et tout ça, la plupart des dames qui sont dans ces partis politiques sont utilisées seulement pour gonfler les nombres. Le nombre. Ils sont utilisés seulement pour gonfler les nombres. Parti politique où on faisait danser les mamans. Voilà. Voilà. Il y a jeune père, il y a tout. Donc, ces femmes-là peuvent aussi apporter plus pour le parti. La plupart des femmes qui sont dans ces partis politiques viennent seulement pour gonfler le nombre. Et puis, vous allez voir qu'est-ce qu'il y aura comme campagne, qu'est-ce qu'il y aura comme discours, qu'est-ce qu'on va faire avec ces dames-là. Vous verrez, on est en train de les distribuer des pagnes, des bassins, des pains. Elles ne sont pas appelées à faire la politique. Elles ne sont pas appelées à faire la politique. Elles sont appelées à vendre les cacahuètes au coin, de vendre le pain, et puis de faire... Donc, on leur donne des bêches et tout ça pour aller cultiver des légumes. Maintenant, elle-même, elle se réjouit. Voilà, mais elle se réjouit de ça. Vous savez pourquoi? Parce que, vous allez voir, lorsqu'il faut déposer les dossiers de candidature au niveau de la CENI, moi, j'ai participé à beaucoup de choses. Vous savez que la plupart de ces dames-là, certaines n'ont même pas une attestation de naissance ou une attestation de bonne vie et mœurs ou l'extrait de casier judiciaire. La plupart n'en ont même pas. Et même ceux qui ont des diplômes d'État, tout simplement, ils n'ont jamais retiré même leur propre diplôme. Ils n'ont jamais retiré même leur propre diplôme. Et aussi, un grand nombre de ces dames-là que vous voyez dans nos partis politiques-là, ils n'ont même pas de diplôme d'État. La plupart n'ont même pas de diplôme d'État. Mais lorsque vous devez amener votre dossier pour déposer à la CENI en tant que même suppléante ou quoi que ce soit, vous devez avoir un dossier. Un dossier. J'ai parlé avec une dame qui est politicienne aussi pour dire, mais tu fais la politique, mais un dossier administratif, tu n'as même pas un dossier qui retrace un peu votre parcours et tout ça. Mais si aujourd'hui vous êtes pointé comme candidat député ou candidat suppléante et tout ça, quel est le dossier que vous allez déposer? C'est là où il y a le problème. C'est comme ça que vous voyez, au moment où il faut déposer les dossiers, quand on appelle, parce que souvent je vois, dans ce parti politique-là, ils font toujours l'appel à la candidature, que non, voilà, nous voulons maintenant déposer des dossiers et tout ça. Venez. Il y a ceux qui n'ont pas déposé parce qu'ils n'ont pas de dossier. Ils sont là juste pour chanter, porter des polos et faire ceci, faire cela. Mais seulement avec ce que le président de la République a décrété comme gratuité de l'enseignement. Je crois que la plupart des jeunes filles seront formées, ils auront des diplômes, ils auront des papiers, et au moment où il faut compatir dans ces partis politiques-là, elles seront à même de concurrencer aussi les hommes. Parce qu'il ne faut pas prendre des gens, tout simplement parce qu'on a dit que non, c'est une femme et tout ça. Il faut aussi choisir une femme qui peut aussi défendre le parti politique-là. Vous voyez, suivez même quand vous voyez les débats qui se passent sur des chaînes de télévision. Vous allez constater que la plupart de ceux qui se battent là, ce sont des hommes. Les femmes reculent beaucoup. Alors qu'elles doivent prendre vraiment le devant, démontrer de quoi elles sont capables. Vous savez, même à l'université, il y a toujours des langages là dégradants et tout ça qui arrive un peu à défavoriser les femmes, des points sexuellement transmissibles et tout ça. Mais il y a aussi risque même dans la politique d'avoir aussi des postes sexuellement transmissibles. Vous comprenez un peu? Alors pour éviter ce genre de choses, on doit avoir dans ces partis politiques des dames qui se défendent, qui se battent avec les hommes. Parce que dans ce cas-là, c'est comme dans d'autres domaines, on dit que, par exemple, si vous arrivez
chez les avocats, on vous dira que là, il n'y a pas de sexe. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous êtes juriste, vous êtes avocat, comme tout le monde. Vous comprenez? Vous allez vous battre, vous allez défendre, vous allez conclure, plaider, faire comme tous les hommes le font. Là, il n'y a pas question, non, parce que c'est une dame, parce que... Non, non. Vous êtes magistrat comme tout le monde. Il n'y a pas de sexe là-bas. Alors, lorsqu'il faut se battre aussi dans des partis politiques, ils doivent aussi favoriser. Et ils doivent... C'est comme ça que j'ai toujours plaidé aussi pour que dans les partis politiques que les gens créent, ils peuvent aussi créer quand même des structures de formation de ces dames-là. Pour que ces dames-là soient compétitives. Vous allez amener une dame, que non, vous serez député, une dame qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne sait même pas parler. Comment elle va postuler pour aller faire quoi à l'Assemblée? Donc, elle sera dans l'Assemblée, quand on dit qui sont pour, elle va regarder, mais celui-là est de notre parti, tel-là est de notre parti. Comme il n'a pas levé sa main, c'est-à-dire nous sommes contre. Et il ne lève pas la main. Quand il regarde, il voit que non, celui-là, il est de notre parti, il a levé la main, et elle aussi va lever. Si vous posez seulement la question, pourquoi tu as levé la main et tout ça, elle ne sait même pas pourquoi il a levé. Et nous aurons des députés comme ça, c'est pour qu'un État ne puisse pas fonctionner. C'est comme ça que je demande à toutes nos mamans d'envoyer leurs filles à l'école, parce que d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Envoyer les enfants à l'école. Dans la gratuité, là, oui, bien, quand même que ça fait taper les nerfs, nous sommes déjà habitués avec ça, c'est notre pays. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Envoyez vos enfants à l'école. Ne laissez pas les filles à la maison comme à l'époque. Non, non, envoyez tous les enfants à l'école. Envoyez-les, il y a la gratuité. Que ces enfants-là, que ces filles-là puissent apprendre à lire et à écrire. Et je crois dans 5-10 ans, elles vont compatir aussi. Elles vont concourir aussi avec les hommes dans tous les postes de responsabilité que vous êtes en train de voir. Parce que le chef de l'État est en train de prôner aussi le renouvellement de la classe politique. C'est aussi avec ces filles-là, c'est aussi avec ces mamans-là que nous allons le faire. Amenez ces mamans qui sont dans vos partis politiques, dans des centres de formation, qu'elles soient formées, qu'elles soient compétitives et qu'elles puissent concourir à la vie politique de la République démocratique du Congo. Voilà, très bien. Je pense qu'il ne nous reste pas assez de minutes, mais l'état de droit, nous devons en parler. Je m'en vais m'adresser à toutes ces sociétés qui fabriquent de l'eau minérale. Sur cette table, nous avons des bouteilles, mais qui n'a pas de marque. Vous qui voulez à ce que votre marque soit représentée ici, appelez sur ce numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Et FM Télévision sera là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous servir et vous accompagner. État de droit, on en parle. Certaines personnes nous parlent de la République d'acquittement. Et ces acquittements ne font que suivre du côté du proche du pouvoir. Je peux commencer à énumérer avec la personne avec qui je débattais hier. Il m'a fait voir. Il a parlé de Vital Kamerhe, condamné, après acquitté, et puis acquitté. Il a parlé de Teni Longondo, condamné, et puis acquitté. Il a parlé de Villiers Chimanga, qui était aux arrêts, et puis acquitté. Il a parlé récemment de Bifor Bisselele, condamné, et puis poursuivi, et puis acquitté. Il a peint un autre tableau sombre du côté de l'opposition. Il a fait voir l'arrestation de Salomon. Jusqu'à ce jour, port d'armes illégales. Aujourd'hui, l'infraction qu'on le reproche n'est pas connue. Il a parlé, le monsieur a évoqué le cas de Mike Mukebai. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi il est aux arrêts. C'est vrai qu'il était arrêté. Il a parlé de poursuite de Matata. La Cour s'est dédiée, parce qu'on dit que les décisions de la Cour sont irrévocables. En tant que Congolais, acteur politique, c'est vrai que vous êtes analyste politique, bien que vous n'êtes pas acteur politique dans son vrai sens, mais du moins, vous êtes analyste politique, donc vous suivez la politique de près. Est-ce que ce monsieur a-t-il raison ou tort? Parce que, en regardant, c'est comme si la justice ne l'a que pour acquitter les proches du président de la République et de condamner les opposants. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Je crois que la question de l'état des droits, c'est une question qui mérite à ce que nous puissions prendre beaucoup de temps. Oui, vous avez votre temps expliquer à notre population. À la fin, mais vous avez un temps qui va vous permettre. En fait, je vais dire ceci pour d'abord répondre à votre co-débatteur qui a estimé que
l'état de droit n'existe pas parce que les proches du chef de l'État sont acquittés. Il a parlé de la République d'acquittement. Et que les opposants sont arrêtés et ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés et ils sont condamnés, mais les autres sont acquittés. Je vais répondre à votre co-débatteur là pour dire ceci. Vous savez, le problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que tout le monde sait dire n'importe quoi, même s'il n'est pas de ces domaines-là. Vous comprenez? Le domaine de la justice, c'est un domaine qui est très compliqué. Vous comprenez? C'est un domaine qui est très compliqué. Le domaine de la justice, ce n'est pas comme la menuiserie, ce n'est pas comme le champ, ce n'est pas comme tout ça. C'est un domaine qui est très compliqué. Vous voulez que nous soyons dans un état de droit, c'est-à-dire que nous devons vivre les effets de l'état de droit. C'est-à-dire les lois sont au-dessus de tout le monde. Vous voulez que nous soyons dans un état démocratique. Acceptez les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie, le premier de principes, c'est que c'est un pouvoir qui émane du peuple. Vous comprenez? Alors, un pouvoir qui n'émane pas du peuple, de coup d'État ou de quoi, de tout ça, ce n'est pas la démocratie. Maintenant, dans un état de droit, la loi est au-dessus de tout le monde. Moi, je suis content du fait que, d'abord, les proches du président de la République sont arrêtés. Je suis d'abord content. Arrêtés, mais puis arrêtés. Oui, non, je suis content d'abord du fait que ces proches du président de la République soient arrêtés. Parce que nous sommes avec vous en République démocratique du Congo. Moi et vous, nous sommes nés à l'époque de Mobutu. Nous ne sommes pas nés à l'époque de Kabila. Nous avons vécu au moins le régime de Mobutu dans ce pays. Nous avons vécu le régime de Mobutu. Et nous avons vécu le régime de Mosé Laurent Désiré Kabila. Nous avons vécu le régime de Joseph Kabila. Et nous sommes en train de vivre le régime de Félix Tshisekedi. Mais ce qui est intéressant dans ce régime de Félix Tshisekedi, c'est quoi? C'est que même si vous êtes proche du président de la République, le magistrat a au moins la possibilité de vous arrêter. Ça, c'est déjà une avancée. On commence d'abord par vous arrêter. Oui, le magistrat a la possibilité de vous arrêter lorsque on vous reproche de quelque chose. Vous comprenez? Je vous dis que dans ce pays, je connais, là je suis encore étudiant, le professeur Évariste Bochab, directeur du cabinet du président de la République de l'époque, on lui reprochait le fait d'avoir détourné une somme de 30 millions de dollars qui a été payée pour le compte de la SNEL par le Congo-Brazzaville. Vous avez déjà vu M. Évariste Bochab devant un magistrat en train de se justifier? Même par aventure seulement, même tout simplement par complaisance. Vous l'avez déjà vu là-bas pour se justifier? Vous avez déjà vu un dignitaire du régime de Joseph Kabila devant un magistrat en train de se justifier? Nous ne l'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vécu ça. Maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les dignitaires qui ne pouvaient pas être arrêtés par un magistrat, qui ne pouvaient pas se justifier devant le magistrat, aujourd'hui, ces dignitaires-là peuvent quand même aller devant le magistrat et se justifier. C'est déjà quelque chose de bon. Parce que moi, dans ce pays, j'ai vu un directeur du cabinet du président de la République être arrêté. J'ai vu dans ce pays un ministre de la Justice en fonction être arrêté. Donc, c'est déjà quelque chose de bon. Maintenant, le problème se trouve au niveau où ils arrivent devant la justice et ils sont acquittés. Voilà. Vous comprenez? Mais voilà maintenant ce que les Congolais cherchent à faire. Vous voulez un président démocrate qui respecte l'état des droits, mais en même temps, vous voulez le faire un dictateur. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif. Vous comprenez? Il y a aussi le pouvoir parlementaire. Vous comprenez un peu? Et parmi ces trois pouvoirs, chaque pouvoir fait son travail. Chaque pouvoir fait son travail. Et quand le pouvoir législatif fait son travail,
Le président de la République ne peut pas s'ingérer pour dire que non, voilà, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est une mission exclusivement laissée aux législateurs. Parce que c'est un pouvoir à part entière. Et lorsque le pouvoir judiciaire fait son travail, le président de la République n'a rien à voir dans ce pouvoir judiciaire. Et dans ce pouvoir judiciaire, il y a les animateurs de ce pouvoir-là que nous appelons le magistrat. Il y a les avocats dans ce pouvoir-là. Vous comprenez un peu? Oui. Lorsque le magistrat traite un dossier de quelqu'un, il est libre de donner son point de vue, de donner une décision par rapport à ce qu'on amène. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens de ne pas souvent amener des dossiers judiciaires sur la voie publique, d'amener ça sur les chaînes de télévision, sur le média. Pourquoi? Parce que les gens qui parlent de ce dossier-là, ce qu'ils vous expliquent, ce n'est pas ce qui se passe au palais de justice. Vous comprenez? C'est comme ça que j'aime le Maxime qui se trouve devant la cour militaire de la Gombe. On a écrit dans la salle les rumeurs dans la rue et la justice au palais. Vous comprenez? Parce que tout celui qui vous amène les dossiers, si je vous pose la question, parce qu'aux journalistes on ne pose pas de questions, si je vous demande seulement si vous avez déjà vu un seul PV de M. Bisselele, vous n'avez jamais vu. Mais le magistrat qui rend la décision, ce magistrat-là a le PV d'audition de M. Bisselele. Vous comprenez? Les éléments du dossier sont auprès du magistrat. Ce n'est pas auprès du journaliste, c'est auprès du magistrat. Le magistrat examine les éléments qui sont par devant lui et il trouve que ces éléments ici ne peuvent pas permettre à ce qu'on puisse condamner. En une phrase, que retenir de ce qu'une certaine opinion pense en une phrase, la République des acquittements, les acquittements pour le proche du président et les arrestations pour les opposants. En une phrase, les acquittements et les arrestations constituent une vie normale dans l'état des droits. Il y a des arrestations, il y a des condamnations, il y a des acquittements. Je venais de vous dire ici que Donald Trump était au cachot ce matin et il est sorti. Je vous informe encore que Dominique Strauss-Kahn était au cachot en France, mais il était sorti. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a un dossier au niveau de la justice, les magistrats ont la possibilité d'examiner ces dossiers-là. S'ils estiment que ce monsieur doit être condamné, ils vont le condamner. S'ils estiment qu'il doit être libéré, ils vont le libérer. Cela ne veut pas dire que parce qu'on est proche du chef de l'État, parce qu'on est opposant. Non. Les faits commis par un opposant et les faits commis par l'homme qui est proche du président, ces faits-là, si ce sont les mêmes faits, peut-être commis dans des circonstances différentes, ça ne peut pas bénéficier de la même mesure, ça ne peut pas bénéficier d'une même condamnation. Donc, le magistrat est libre d'apprécier le fait qui lui sont soumis et de décider. Ce n'est pas le président qui décide sur les décisions au niveau de la justice. Voilà, merci beaucoup, M. Dani Chamala. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je voulais que vous soyez à deux avec un président d'un parti politique, mais dommage qu'il était parti un peu tôt. Ce n'est que partie remise. Je vous dis merci, vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes là pour vous servir. Vous qui pensez que vous devez partager ce plateau avec nous pour une émission, appelez le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Vous qui voulez m'avoir directement, vous allez sur Facebook, vous verrez Alain Bodo. Vous m'écrivez inbox, je pourrai vous aligner pour que nous continuons à débattre sur la République démocratique du Congo. Tout ce qui se dit sur cette table, ce n'est pas pour nuire à la République, c'est pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse avancer. Chacun de nous a sa petite intelligence et chacun de nous a sa petite pierre qu'il peut apporter dans l'édifice. Et l'édifice en question, c'est la République démocratique du Congo. Nous voulons une République prospère. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour débattre sur des questions d'actualité, pour faire avancer la République. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Je vois à la prise de vie Monsieur Samuel, je l'appelle d'habitude comme ça parce qu'il est seul, il est en train de manipuler 3 caméras. Merci beaucoup pour ce travail que tu as abattu et je vois à la régie finale Tonton Benj, nous on l'appelle Tonton Benj, il s'appelle Don Benjamin. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, la Fondation Maloua Télévision. Vous allez avoir toutes les informations et toutes les émissions
que nous diffusons. On se retrouve déjà pour la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres actualités. Bye bye.